Bonsoir à tous et bienvenue dans ce dernier virage et l'information sur RTI 1. Le chef de l'État est de retour à Abidjan. Le président de la République était en Afrique du Sud où il a effectué une visite d'État à l'invitation de son homologue Cyril Ramaphosa. Devant la presse, il a fait le bilan de sa visite et s'est réjoui des entretiens avec son homologue sud-africain. Le Premier ministre a procédé ce samedi à la pose de la première pierre du CHU d'Abobo. L'infrastructure sera hautement spécialisée, orientée sur la néphrologie, la pédiatrie et la néonatologie de pointe. L'hôpital va coûter 80 milliards de francs CFA et sera bâti sur 18 hectares. Et c'est toute la Côte d'Ivoire qui se prépare activement pour la célébration du 7 août, une date qui marque le 62e anniversaire de l'indépendance de notre pays. À l'université Félix Houphouët-Boigny, les étudiants entendent prendre une part active à la célébration. Voilà pour les titres. Après sa visite d'État en Afrique du Sud, le président de la République a regagné Abidjan ce samedi. Alassane Ouattara a fait le bilan de sa visite et s'est réjoui des entretiens fructueux avec son homologue sud-africain. Il s'est aussi prononcé sur la signature de 6 nouveaux accords de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud, des accords qui permettront de renforcer davantage les relations et le partenariat entre nos deux pays. Le chef de l'État que je vous propose d'écouter. Comme vous le savez, j'ai effectué à l'invitation de mon frère, le président Cyril Ramaphosa d'Afrique du Sud, une visite d'État en Afrique du Sud du 20 au 23 juillet dernier. C'était la première visite d'État d'un chef d'État ivoirien en Afrique du Sud, et donc c'était une visite historique dans ce sens. Et j'étais accompagné d'une forte délégation, comprenant les ministres Kandia Kamara et Kobena Kwasi Adjoumani, le ministre directeur de cabinet, Fidel Sarasoro, le ministre secrétaire général de la présidence, Abdourahmane Sissé, le ministre conseiller spécial, Ali Koulibaly, ainsi que plusieurs autres ministres du gouvernement, puisque nous avions de nombreux secteurs à examiner. Au niveau des hommes et des femmes d'affaires, la délégation ivoirienne était composée de plus de 70 personnes. Je voudrais réitérer mes vifs remerciements au président Cyril Ramaphosa, au gouvernement et au peuple sud-africain pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé à la délégation et à moi-même. Remercier à nouveau le président Cyril Ramaphosa de m'avoir élevé dans l'ordre le plus élevé, la plus haute distinction, ce qui est un grand honneur pour notre pays et une immense fierté pour nos concitoyens et moi-même. Alors, nos échanges ont porté sur plusieurs points. Je rappelle que nous avons, à l'occasion de sa visite officielle en Côte d'Ivoire, signé 8 accords, dont 6 ont déjà été ratifiés. Et cette fois-ci, nous avons noté le dynamisme de la coopération entre nos deux pays et l'intérêt croissant des entreprises sud-africaines pour la Côte d'Ivoire et des entreprises ivoiriennes aussi pour l'Afrique du Sud, ce qui est une bonne chose. Et comme vous le savez, nous encourageons nos entreprises à prospecter au-delà de notre pays et je me réjouis qu'ils étaient nombreux, les hommes d'affaires, à participer à cette mission. Et nous avons aussi convenu qu'il fallait renforcer davantage nos relations commerciales. Et ceci a bien démarré, puisque dans les 6 premiers mois de cette année, nos échanges ont augmenté de manière extraordinaire. L'ouverture récente de la ligne Abidjan-Johannesburg de la compagnie Air Côte d'Ivoire contribue à booster ces échanges. Et nous avons à cette occasion signé
6 nouveaux accords de coopération entre l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire, notamment dans le domaine du développement et inclusion sociale, la coopération économique, la promotion du commerce et des investissements, ainsi que des transports. Alors, au cours du forum, nous avons fait un développement sur la situation en Côte d'Ivoire. Nous avons montré les atouts de notre pays, aussi bien au plan économique, une économie performante, avec peu d'inflation par rapport aux autres pays, également un dynamisme reconnu, une maîtrise importante au niveau de la sécurité malgré les difficultés à nos frontières. Et cela a été un véritable succès et j'ai encouragé les entreprises sud-africaines à venir investir en Côte d'Ivoire, notamment dans les domaines de la défense, des équipements pour la lutte contre le terrorisme et aussi la transformation des matières premières, notamment le café, le cacao, la noix de cajou, ainsi que dans le domaine artistique. Et avec le président Ramaphosa, nous avons échangé longuement sur la situation, bien sûr, en Afrique de l'Ouest, mais également la situation en Afrique australe. Comme vous le savez, il y a certains pays tels que le Mozambique et d'autres qui ont des difficultés de terrorisme, comme ici le Mali, le Burkina et la Guinée. Et nous sommes convenus qu'il fallait tout faire pour renforcer la paix et la sécurité dans nos régions et sur le continent africain. Nous avons évoqué aussi la crise russo-ukrainienne et son impact sur les pays africains, notamment en matière d'inflation et également en matière de disponibilité des céréales, bien sûr du carburant et des engrais. Et sur toutes ces questions, nous nous sommes réjouis vraiment de notre parfaite convergence de vues. Et ceci est important. L'Afrique du Sud est un pays important non seulement sur le continent africain, un pays membre du groupe des 20 au niveau des instances internationales, donc qui porte la voix de l'Afrique à chaque occasion, à l'occasion de ces réunions, et est souvent invité aussi au niveau du groupe des 7 pour donner avec le président de la conférence des chefs d'État de l'Union africaine le point de vue du continent. Nous sommes convenus de maintenir le contact pour nous donner des informations réciproques pour faire connaître notre point de vue, le point de vue de la Côte d'Ivoire. De Pretoria, nous sommes allés à Cape Town pour visiter la prison de Robben Island, où a été détenu pendant 18 ans le président Nelson Mandela sur ses 27 années de prison. J'ai eu l'occasion de voir sa cellule et aussi de visiter l'île. À sa sortie de prison, la Côte d'Ivoire faisait partie des 3 pays qu'il a visités avant les premières élections démocratiques en 1994 en Afrique du Sud, et que j'avais également visité l'Afrique du Sud en 1995 à l'occasion de sa prise de fonction comme premier président noir de l'Afrique du Sud. Je dois dire que nous devons tous nous rappeler la lutte historique de Madiba pour la liberté, l'égalité des droits et la dignité, ainsi que ses actions en faveur de la paix et de la réconciliation. Et j'ai indiqué que d'ailleurs, il avait été récipiendaire du prix Félix Houphouët-Boigny de l'UNESCO pour son action et sa disponibilité et surtout son attention par rapport à tout ce qui concerne les questions donc, de réconciliation. Alors il laisse un héritage important pour notre continent, pour les générations actuelles et futures, et bien sûr que chacun de nous doit tenter de perpétuer. C'était assurément un très grand homme qui a contribué à la liberté et à la mise en place d'institutions démocratiques dans son pays, et il a participé au règlement de la crise au Burundi et dans d'autres pays.
En Afrique du Sud, nous avons à peu près 800 compatriotes et j'ai demandé au ministre Ali Koulibaly ainsi que la ministre Kandia Kamara et Adjoumani et la ministre qui m'accompagnait de recevoir les membres de la communauté ivoirienne qui sont à peu près 800. Ils ont été félicités pour le comportement exemplaire dont ils font preuve dans le pays d'accueil. Ils ont posé bien sûr les questions habituelles, notamment le problème de visa, le problème de logement ici en Côte d'Ivoire. Et donc toutes ces questions seront examinées par Madame la ministre d'État, comme elle le fait pour les autres pays que nous visitons. Alors pour terminer, je voudrais dire que cette visite véritablement historique a été mémorable et elle permet de renforcer davantage nos relations et également notre partenariat avec un pays important du continent. Et je peux dire qu'il faut que cette coopération sud-sud continue de se développer et dire que je remercie le président Cyril Ramaphosa et le gouvernement et le peuple sud-africain pour l'hospitalité qui nous a été offerte, et aussi dire que c'est un pays que nous connaissons puisque l'Afrique du Sud a contribué au retour d'une situation de démocratie et de paix en Côte d'Ivoire, et de nombreuses négociations ont eu lieu à Pretoria, et donc je me suis réjoui de ce que maintenant je pouvais leur dire que grâce à leurs efforts, aux efforts de l'Union africaine, mais des autres pays, mais surtout à la disponibilité des Ivoiriens, que la Côte d'Ivoire est en paix et qu'il y a de bonnes perspectives dans notre pays et que cette paix est quelque chose de très cher pour les Ivoiriens, et ceci nous avait manqué pendant une décennie et que je pensais maintenant qu'elle est devenue irréversible. Et ceci explique les nombreux contacts que nous menons en ce moment avec mes prédécesseurs et avec la classe politique. Et voilà, c'était pour vous le point du bilan de la visite du président de la République en Afrique du Sud. Et puisqu'on parle de l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire rend hommage à Jessie Duarte. La secrétaire générale par intérim de l'ANC est décédée en début de mois. Madame Kandia Kamara a, au nom du chef de l'État, pris part aux obsèques de la défunte militante anti-apartheid. Les deux femmes politiques s'étaient déjà rencontrées en 2018 à Johannesburg. La ministre des Affaires étrangères était alors secrétaire générale du RDR. Toutes les deux avaient œuvré pour l'amélioration et le renforcement des liens d'amitié et de coopération politique entre les deux parties. La commune d'Abobo aura son centre hospitalier universitaire et ce sera le plus grand CHU de Côte d'Ivoire et l'un des plus importants de la sous-région ouest africaine. Le Premier ministre Patrick Achi a procédé à la pose de la première pierre de l'édifice qui sera un hôpital hautement spécialisé d'un coût de 80 milliards de francs CFA. Il sera bâti sur une parcelle de 18 hectares et aura à terme une capacité de 600 lits. Alexis Ouedraogo. Voici le futur CHU d'Abobo. L'ouvrage sanitaire sera le plus grand du pays, avec une capacité d'accueil de 600 lits et un accent particulier à la santé du couple mère-enfant. Ce samedi, dans la commune d'Abobo, le Premier ministre a procédé à la pose de la première pierre de l'édifice, au grand bonheur des populations. Je suis vraiment dépassé par l'acte que le président Alassane Ouattara pose. Il faut dire qu'il a changé le visage de ce pays, du pays de la Côte d'Ivoire. Si on a un CHU, ça va tout nous arranger. On ne va pas dépasser beaucoup pour aller loin. La santé est l'alpha et l'oméga de tout développement. Merci, Monsieur le Président, pour tout ce que vous faites pour la population de la Côte d'Ivoire et singulièrement pour la population de la commune d'Abobo. Ça permet de prendre en charge les malades qui sont évacués de l'Est, à Bangourou, Bondoukou, Bouna, Agboville et même ceux qui viennent de l'autour du Nord. Infrastructure à la pointe de la technologie, le centre devrait renforcer le dispositif hospitalier universitaire dans le pays, conformément à la volonté du chef de l'État. Cet établissement était attendu par Abobo et les Abobolais.
Une commune telle que la nôtre, avec la densité de sa population, environ 1 400 000 habitants, qui plus est, constitue une plaque tournante dans le tout Abidjan, mérite une telle infrastructure. Nous avons attendu parce que nous avons une totale confiance dans nos autorités. Comment pourrais-je dès lors m'empêcher de traduire notre gratitude au maître d'ouvrage de ce grand projet? Il s'agit du président Alassane Ouattara, l'ange gardien d'Abobo, notre fierté. D'un coût global de 80 milliards de francs CFA, le CHU d'Abobo sera livré dans 36 mois à la date précise du 1er juillet 2025. En plus des services classiques d'un centre hospitalier universitaire, le CHU d'Abobo disposera d'une grande unité d'hémodialyse et du plateau technique pour y effectuer des greffes de reins, pour l'heure réalisées en l'Institut de cardiologie d'Abidjan. Le CHU d'Abobo sera également doté d'une unité ultramoderne de pédiatrie et de néonatologie pour la prise en charge des bébés prématurés. Ce sera le plus important centre de pédiatrie de la sous-région ouest africaine. Le CHU disposera de 5 autres pôles dans les pôles tête et cou, ostéo-articulaire, abdomen, médecine générale et infectieuse. Il y a un peu plus de 60 ans, je vivais moi-même ici à Abobo et à Abobo à Keikwa. De ma tendre enfance, quelquefois malade, le centre de soins le plus proche d'Abobo était une clinique près du cinéma Roxy à Adjamé. La providence et le hasard du destin a voulu que je sois là, dans cette fonction, au moment où on pose un acte si important pour transformer la vie des gens, améliorer la qualité de leur santé, presque une génération seulement après nous. Cette action volontariste pour une santé publique plus efficace, avec des plateaux techniques de meilleure qualité, mieux répartis sur notre territoire et des personnels plus nombreux et mieux formés, trouve son prolongement dans notre plan national de développement 2021-2025, avec un montant cumulé de plus de 1 000 milliards de francs CFA pour les projets en faveur de la santé. Le chef du gouvernement exhorte les équipes sur le terrain à la rigueur dans le travail. Patrick Achi a surtout remercié les populations pour leur accompagnement constant à la vision du chef de l'État. Abobo est en chantier, Abobo est en progrès, Abobo sera demain cette cité moderne, fluide, complète, où l'on vivra encore mieux, plus heureux et plus longtemps. Oui, vous avez raison de faire confiance au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara et à l'ensemble de son gouvernement. Oui, vous avez raison de suivre ceux qui parlent peu mais agissent pour changer votre vie de tous les jours et le prouvent depuis une décennie. Inauguration des CHR d'Abouasso, d'Adjamé, de Daloa, d'Adzopé et San Pedro. Mise en route des hôpitaux généraux de Yopourouati et Méagui, du service gynécologique du CHU de Trècheville ou encore des urgences du CHR de Séguéla. La carte sanitaire du pays se transforme un peu plus chaque jour pour le plus grand bonheur des populations. L'un des titres de cette édition est consacré à la fête de l'indépendance qui se tiendra cette année à Yamoussoukro. Et comme à l'accoutumée, elle sera marquée par un défilé. Outre le défilé des forces de défense et de sécurité et celui des forces paramilitaires, il y aura cette année un défilé des civils. Et l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody s'y prépare. Sous le regard avisé d'un moniteur de l'armée nationale, notre reporter Abou Sanogo a suivi un pan de la préparation des étudiants. On regarde son compte rendu. Université Félix Houphouët-Boigny. L'heure est aux répétitions avant le grand défilé du 7 août à Yamoussoukro. Les étudiants de toutes les facultés travaillent les derniers mouvements et enchaînements. Ici, tout est mis en œuvre pour présenter un bien meilleur visage le jour J. Défilé devant le président de la République, Alassane Ouattara et toute la nation. Tout en honneur pour ses étudiants. Dès que j'ai eu l'information qu'il existait un tel événement, j'y suis venu de bride abattue parce que c'est un honneur de représenter l'université devant les autorités gouvernementales de notre pays. Cela va dans le contexte de non seulement nous former côté civisme et nous éduquer
de pouvoir respecter ici les valeurs démocratiques républicaines de notre pays. Mais le début n'a pas été facile. C'est vraiment difficile, parce qu'ils ne sont pas habitués au sport. Mais au fil du temps, ils sont adaptés et ça se passe très bien. Ici sont pris en compte tous les étudiants des différentes facultés, sans stigmatisation. On doit montrer à la nation et aux autres personnes que les personnes en situation de handicap sont capables aussi de faire ce que des personnes valides font. Et ça m'a motivé, ça m'a fait le courage de faire partie de ce défi. Ces étudiants sont tous confiants. C'est du jamais vu et l'université Félix-Houphouët-Boigny sera dignement représentée ce jour-là. J'en suis convaincue, car je sais de quoi les étudiants sont capables. Jusqu'au bout, pour la patrie. Ils sont à leur 10e jour de répétition et tous les aspects sont passés au peigne fait. L'alignement dans les colonnes, l'attaque du sol par le talon, le balancement des bras, le maintien de la cadence. C'est toutes les composantes de l'université et c'est un mélange total. Ils sont au nombre de 91 et ils vont bien répondre parce que la discipline y est. L'université Félix-Houphouët-Boigny défilera aux côtés des forces de défense et de sécurité et des corps paramilitaires, ainsi que des universités et écoles supérieures de Côte d'Ivoire. Autre chose à présent, ouverture à Abidjan de la 2e édition de la journée de l'ENARC. La rencontre qui a duré 48 heures a été présidée par la ministre de la fonction publique. Il s'agissait pour le réseau des diplômés de l'École nationale d'administration de démontrer la contribution de l'ENARC dans les performances de l'administration publique. On en parle avec Godefroy Okambawa. L'ENARC au cœur des performances de l'administration publique. C'est à travers ce thème que le réseau des diplômés de l'École nationale d'administration de Côte d'Ivoire s'engage à contribuer à améliorer la qualité du service public. Nous souhaitons faire la promotion de l'ENARC de Côte d'Ivoire, œuvrer à la promotion de nos membres, fournir des réflexions en vue de proposer des solutions aux problèmes qui se posent à l'administration publique. Dans cet élan de l'engagement pris, les ministres Pascal Abina Kouakou et Anne Ouloto ont invité les ENAC à être un véritable outil au service du développement. Je me réjouis de la haute conscience que vous avez de votre place et surtout de l'importance de votre rôle dans la gestion et l'organisation de cette administration. Chers ENAC, il convient cependant de soumettre à votre réflexion l'urgente nécessité pour vous de porter les actions de promotion des valeurs éthiques, citoyennes et républicaines dans la vie des fonctionnaires et agents de l'État, et singulièrement chez ceux qui sont chargés de gérer les affaires publiques. La journée de l'ENAC est à sa 2e édition. À cette occasion, une conférence a été dite par le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, Jacques Assaoré-Conan, lui-même ENAC et auteur de l'ouvrage « Réinventer le service public, regard de manager ». La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso veulent consolider la paix à leurs différentes frontières. Les autorités des deux pays se sont retrouvées à l'Ali-Rabat, dans le département de Ouangolodougou. Ensemble, elles ont présenté le projet aux leaders communautaires et religieux. En plus des défis sécuritaires, l'amélioration des services sociaux de base tient une bonne place dans le projet. Un projet chiffré à environ 2,6 milliards de francs CFA. Les détails avec Walter Amadou Ouattara. Après une journée d'échange relativement à l'amélioration de la quiétude aux frontières Burkina Faso-Côte d'Ivoire, ces jeunes et ces maires font des propositions. Ouvrir la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, mettre en place un cadre de concertation avec une forte implication des adolescents et les jeunes. La formation de conseillers et conseillères communautaires en cohésion sociale pour les sensibilisations en vue d'un changement de comportement durable. En réponse à ces recommandations,
Le système des Nations Unies conduit le projet de renforcement de la bonne gouvernance des zones frontalières. Le PNUD et l'UNICEF en sont des partenaires opérationnels. En renforçant la cohésion sociale, la sécurité et la résilience des populations à travers ce projet, nous voulons contribuer à réduire la vulnérabilité des populations. Ce sont plus de 20 000 personnes dans les 18 villages à deux côtés de frontières qui en bénéficieront. 2,6 milliards de francs CFA, un montant alloué par le Fonds pour la consolidation de la paix des Nations Unies. Ce montant va servir également à contribuer au développement local entamé au mois de janvier dernier pour s'achever en décembre 2023. Le cadre d'une gestion concertée s'impose. L'accès aux services sociaux de base, à la gestion des ressources naturelles partagées, au développement des espaces transfrontaliers se pose aujourd'hui à nous. Cette situation nous appelle à accorder une attention constamment soutenue à ces espaces et à renforcer plus que jamais nos liens de fraternité et de coopération. Les populations des régions des Cascades au sud-ouest du Burkina Faso, ainsi que celles du Tchologo et du Boukani en Côte d'Ivoire, sont les principales bénéficiaires du projet. Le représentant du Premier ministre, Patrick Achi, président de la Commission nationale des frontières, souhaite une grande implication de la cible. Je voudrais vous exhorter à vous saisir de ce projet, car c'est pour vous qu'il a été élaboré et c'est vous qui en êtes les bénéficiaires directs. Chère population, le Premier ministre me charge de vous dire qu'au-delà de ce projet, la paix est quelque chose d'indispensable à tout acte de développement. À ce lancement officiel du projet tenu à l'Alé-Rabat, Côte d'Ivoire, les communautés burkinabè et ivoiriennes ont défilé et exécuté des pas de danse pour démontrer l'harmonie qu'elles entretiennent. Autre temps fort, la remise d'équipements aux forces de sécurité chargées de l'immigration frontalière. Ensuite, les membres des commissions nationales des frontières des deux pays sont allés voir de plus près les réalisations de ce projet, singulièrement le volet d'adduction en eau potable. Regardons à présent le point de la situation de la Covid-19 au 30 juillet. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce samedi 30 juillet 53 nouveaux cas de Covid-19 sur 1055 échantillons prélevés, soit 5% de cas positifs, 110 guéris et 0 décès. À la date du 30 juillet, la Côte d'Ivoire compte donc 85 306 cas confirmés, dont 84 364 personnes guéries, 811 décès et 131 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est 2 579 489. Le 29 juillet, 53 039 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 17 294 088 doses du 1er mars 2021 au 29 juillet 2022. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 12 ans à se faire vacciner dans les centres dédiés. Il rappelle que la vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire. Et c'est ici que je referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau point de l'information. Bonsoir.